C'est Maître Izorni, dans son gros et beau livre sur le maréchal Pétain, qui le dit lui-même en toutes lettres. En 1937 et 1938, le maréchal Pétain, je cite, poursuit sans répit sa campagne contre les gauches. 3 citations, il y a toutes les fois qu'il pouvait organiser, ou qu'il était invité, ou il provoquait l'invitation d'un groupe d'anciens combattants, il faisait une déclaration. Voici, du 26 mai 1937, il faut reprendre notre esprit et notre résolution des mauvais jours, serrons les rangs. Mauvais jours, 1917, il faut reprendre, puisque maintenant il y a un climat en France aussi terrible, selon lui. Vous avez une deuxième déclaration du 29 mai 1938, celle-là c'est à Périgueux. La France est un bien sacré que nous n'avons pas le droit de laisser mettre à l'encan, bien entendu par la gauche, garde à vous. Et enfin, 28 novembre 1938 à Metz, ce qu'il faut enseigner à la jeunesse, c'est le respect de l'autorité et de la discipline contre l'esprit de jouissance et les appétits matériels. Pour Pétain, les appétits matériels, c'est simplement les réclamations des pauvres gens du Front populaire qui avaient demandé à une semaine de 40 heures et des congés payés. Tout ça, Maître Izorni le dit très bien. Malheureusement, il ne dit pas 2 choses qu'il connaissait pourtant, puisque son livre a paru après que les textes dont je vais vous parler avaient été révélés. Ce sont 2 déclarations sur les entretiens secrets, les rapports secrets entre Pétain et Laval. Si j'y insiste, et que, je vous l'ai dit, je crois, plus tard, Pétain prétendra qu'il connaissait à peine ce Laval, qu'en effet, il l'avait peut-être aidé à sa nomination de 1934 aux affaires étrangères, mais qu'en réalité, ils étaient sans rapport. Eh bien, alors voici 2 documents qui ont paru peu à peu, l'un après l'autre. L'un est du 14 avril 1937. On a trouvé ça dans les papiers officiels allemands que les Américains ont maintenant à leur disposition. Ils les ont emportés à Washington. Et c'est une dépêche de von Faupel à Ribbentrop. Qui est von Faupel? C'est le premier ambassadeur qu'Hitler avait envoyé auprès de Franco lorsqu'il n'était pas encore à Madrid. Alors, le 14 avril 1937, von Faupel, écrivant à Ribbentrop, c'est-à-dire à Hitler, dit « J'ai eu une conversation très intéressante avec Serrano Suiner. » Vous savez peut-être, Serrano Suiner, c'était le beau-frère de Franco et c'était le ministre de l'Intérieur de Franco. Serrano Suiner avait raconté ceci à von Faupel qui s'empresse de le raconter à Hitler. Le président Laval, comme ça qu'on disait, le président Laval, a fait savoir au général Franco qu'il désirerait avoir un entretien avec un de ses émissaires. Franco avait trouvé la chose intéressante, il a envoyé quelqu'un à Paris auprès de Laval, et cet émissaire est rentré en disant « Oui, Laval m'a dit des choses intéressantes, à savoir qu'en particulier, il avait de fréquents rapports avec le maréchal Pétain, mais des rapports tout à fait secrets en vue de la constitution d'un gouvernement national. » Je répète, ça se passe le 14 avril 1937. Voilà maintenant quelque chose qui, juste un an plus tard, qui est du 18 mars 1938, et qui a été révélé par Max Gallo dans son livre 5e colonne, qui est de 1975, je crois. Cette fois, ce n'est pas un document allemand, c'est un document italien. Mussolini a été un informateur personnel à Paris. Il y avait l'ambassade d'Italie, bien entendu, mais il avait son informateur direct, qui lui écrivait à lui-même, sans même passer peut-être par la valise diplomatique. En tout ça, Ciano, ministre des Affaires étrangères, ne voyait pas ces documents. C'était quelque chose qui arrivait directement entre les mains de Mussolini. Et Max Gallo, qui a vu le document, on apporte la photocopie à la fin de son bouquin, et dans le coin supérieur gauche, il y a le M de Mussolini, indiquant qu'il a lu le papier. Au lieu de mettre vu, il mettait M. Qu'est-ce qu'il y avait donc dans ce document du 18 mars 1938? Cet informateur personnel de Mussolini à Paris disait « J'étais en contact 2 fois de suite avec le président Laval. Le président Laval m'a dit des choses très confidentielles, hein, uniquement le Duce doit les savoir, mais on ne le sait pas dans Paris, à savoir que j'ai, disait Laval, plusieurs fois, à plusieurs reprises, des entretiens secrets avec le maréchal en vue de la constitution d'un gouvernement national. » Vous avez entendu? C'est le même mot qui était employé dans la formule de von Faupel, gouvernement national. Alors j'aimerais bien qu'on revienne ensemble sur cette idée d'un gouvernement national, ce que signifiait le mot national. Peut-être vous rappelez-vous que je vous ai expliqué le comportement assez étrange de la droite française en face des problèmes d'Éthiopie d'une part, en face du 7 mars 1936, lorsqu'Hitler avait remilitarisé la rive gauche du Rhin, et en face de la guerre d'Espagne. Revenons-y pour regarder ce qu'il y a derrière. Hein. Dans l'affaire d'Éthiopie, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une opération militaire faite par l'Italie. Et il y a des gens, les Anglais en particulier, qui sont furieux. Eh bien, la droite française n'a qu'une préoccupation, c'est de ne rien faire qui puisse gêner Mussolini. Étant donné que Mussolini représente une espérance, hein, avec son fascisme depuis octobre 1922, c'est très prometteur pour ce que voudraient faire les gens de droite en France. Alors ne rien faire qui soit funeste à Mussolini, même si éventuellement ça pourrait peut-être porter préjudice à la France, mais on verra plus tard. Vous vous rappelez d'autre part ce qui s'est passé le 7 mars 1936, hein, lorsque brusquement Hitler a remilitarisé la rive gauche du Rhin. Évidemment, ça représentait un danger pour la France.
mais surtout ne rien faire qui puisse gêner Hitler, puisque Hitler c'est le second prometteur, le premier c'était Mussolini, le second c'est Hitler. La droite française ne veut pas que l'on fasse quoi que ce soit qui puisse porter préjudice à un gouvernement qui est porteur de tant d'espérance. Vous savez, d'autre part, c'est évident tout de même qu'Hitler est dangereux. Eh bien, ça n'empêche pas que M. Maurras, vous n'avez pas cité ça l'autre jour, dans l'Action française du 15 mars 1936, disait « S'attaquer à Hitler, ce serait une croisade juive. » Et nous ne nous en ressentons pas pour une croisade juive. Et maintenant, la guerre d'Espagne. Ben, je me rappelle vous avoir bien précisé les choses, hein, avec Mussolini d'une part, et avec Hitler d'autre part. Nous, les Français, nous avions une frontière de l'Est qui était menacée. Hein. Derrière les Alpes, il y avait quelqu'un qui annonçait qu'il voulait prendre Djibouti et la Tunisie en attendant mieux. Derrière le Rhin, il y avait quelqu'un qui avait annoncé qu'il reprendrait la Sorène en attendant mieux. Et si, derrière les Pyrénées, il y avait maintenant un régime appuyé par les forces militaires, comme ça se fera en effet, italiennes et allemandes, c'était un troisième danger. La France se trouvait encerclée. Alors, vous vous rappelez que toute la politique du pauvre petit père Barthou avait été d'essayer d'encercler l'Allemagne, comme on l'avait encerclé entre 14 et 18, sans résultat, de l'encercler entre, d'une part, un bloc franco-anglais et d'autre part, la Russie. Cette Russie qui était maintenant soviétique et qui était en horreur à un certain nombre de bien-pensants français. Bon, alors vous voyez, des gens qui font de la politique intérieure, qui se disent la politique extérieure française, c'est peut-être grave, c'est entendu, mais il y a une chose préalable, hein, il ne faut rien faire à l'égard contre des gouvernements qui sont prometteurs d'un tel espoir pour nous. Eh bien, ce que je voudrais vous rappeler aujourd'hui, parce que je l'ai découvert moi-même il y a peu d'années, ça m'a donné un coup, c'est que cette attitude de la droite française, de nationalistes, qui ont l'air si indifférents à la sécurité nationale, c'était un retour à ce qui s'était passé en France en 1870-71. Et ça, on ne le sait d'habitude pas. Je vais vous le rappeler. En 1870, c'est la France qui avait déclaré, enfin, Napoléon III, qui avait déclaré la guerre à la Prusse. Il l'avait fait sans joie. Vous savez, Napoléon III, il avait peur. C'était sa femme qui l'y poussait. Il y avait eu des agitations dans Paris, en particulier un plébiscite qui avait mal tourné. À travers toute la France, oui, la paysannerie avait voté oui, c'était parfait. Mais à Paris, pas du tout. À Paris, l'Empire avait été mis en minorité. La pauvre impératrice, vous savez bien, c'était Eugénie, se faisait un mauvais sang fou à propos de son fils. Elle disait, mon mari est malade, vous savez, il avait une pierre dans la vessie, enfin, il va durer jusqu'en 73 en effet. Bientôt, il va y avoir mon fils qui va être nommé à la place, l'empereur. Eh bien, s'il trouve un pari révolutionnaire contre lui, ça ne va pas aller. Tandis que, disait-elle naïvement, si nous faisons une petite guerre, évidemment victorieuse, une guerre de la France contre la Prusse, ça redorera le trône et ça affermira le siège sur lequel va s'asseoir mon fils. Bon, ça avait mal tourné, mais enfin, vous le savez, on avait déclaré la guerre à la Prusse. Tant que c'était le gouvernement impérial qui conduisait cette guerre, c'était parfait. Hein. La France des notables, la France profonde, comme on dit, la France des châtelains, quoi, disait oui, on est derrière. Et brusquement, vous vous rappelez bien, le 2 septembre, catastrophe de Sedan, voilà l'Empire qui est fait prisonnier, voilà surtout le 4 septembre, la République qui ressurgit brusquement à Paris. C'était la deuxième résurrection de la République. Vous savez, la première fois qu'elle est arrivée en France, c'était le 10 août 92. La deuxième fois, c'était le 24 février 48. Et voilà, pour la troisième fois, elle réapparaissait le 4 septembre 1870. Eh bien, c'est une terreur, vous entendez? C'est une terreur dans les châteaux, une épouvante, Tocqueville le racontera lui-même, à l'idée que les Parisiens ont encore décidé de remettre cette République sur le pavois. Qu'est-ce qui va nous arriver? Alors, cette même France profonde, cette France possédante, qui était d'accord avec l'empereur pour faire la guerre, n'est plus d'accord maintenant pour faire la guerre avec un gouvernement qui n'est pas satisfaisant, qui s'appelle le gouvernement républicain. Dans le gouvernement républicain, il y a en particulier deux individus particulièrement dangereux. Un qui s'appelle Rochefort, qui se dit socialiste, puis un autre qui s'appelle Gambetta, qui ne se dit pas socialiste, mais qui est véritablement très républicain, très rouge. Gambetta, c'est ce borgne de 32 ans, vous savez, qui croyait à la République et qui croyait à la défense nationale, et qui va essayer de tout faire pour que la situation, qui est très dangereuse à partir de Sedan, devienne une situation militairement meilleure. Ben, ce qu'il faut que vous sachiez, que j'ai longtemps ignoré, c'est que ce Gambetta, qui voudrait faire de la résistance nationale, qui veut la République, parce qu'il veut la République, est détesté, est exécré par toute la France possédante. Je dis bien toutes, hein, des gens qui auparavant se dévoraient, se mangeaient le nez, par exemple, je vois moi, tel archevêque et Madame Georges Sand, ou Monsieur Louis Veuillot, qui était catholique réactionnaire, et Monsieur Renan, qui représentait l'antichristianisme. Tous, mais tous sont réunis pour une commune détestation de ce monsieur Gambetta, qui représente l'idée républicaine. Parce que dans l'idée républicaine, il y a peut-être, Dieu sait, l'idée socialiste. Si on déplie l'idée démocratique, ben, ce sont les structures qui sont mises en cause. Alors il y a un problème politique d'intérieur et politique extérieur.
politique extérieure. Ça tourne très mal. Les Allemands qu'on a attaqués entrent en France, les Prussiens et même tous les Allemands, vous savez bientôt, ça ne sera plus la Prusse, mais l'Allemagne, sont des envahisseurs. Ils arrivent, menacent le territoire. Ils ont annoncé depuis le 14 août 1870, vous entendez bien, dès le 14 août 70, ils ont annoncé leur but de guerre. Et Bismarck a dit ce que nous voulons de la France, c'est 2 provinces, enfin une province et demie. Nous voulons tout l'Alsace, une partie de la Lorraine, nous voulons prendre aux Français Strasbourg et Metz. Donc, nous sommes avertis, nous, les Français. Nous savons qu'une amputation territoriale nous menace. Mais d'autre part, il y a cette épouvantable menace de la République. Ce qui fait qu'une option va s'accomplir, une option de politique intérieure, contre les intérêts extérieurs de la France. La France possédante va dire, c'est bien ennuyeux, c'est M. Thiers qui va tenir ce langage. C'est bien ennuyeux, certes, de perdre 2 provinces. C'est triste de voir amputer le territoire national. Mais qu'est-ce que c'est? Au prix de ce que serait le danger d'une république. Alors vous avez ce bloc compact de gens que Bismarck lui-même va appeler les capitulards. Il rigole, vous savez, il se frotte les mains, il dit ces Français sont magnifiques. Hein. Il a déjà reçu la visite de M. Jules Favre qui est venu lui dire en catimini, vous savez, moi je suis du gouvernement de la défense nationale, en réalité c'est un gouvernement de défense sociale, je n'ai qu'une idée, c'est que ça s'arrête, c'est qu'on puisse faire une convocation de l'Assemblée nationale. On sait très bien ce que ça sera l'Assemblée nationale, ça c'est pays d'un analphabète. Ils nous donneront à nous les tables les pleins pouvoirs, on pourra faire ce que vous voulez, monsieur Bismarck, on vous donnera vos 2 provinces, mais on pourra renverser cette république qui est si menaçante. Eh bien, ça va durer, cet état d'esprit-là, en France, de 1870 à 1885 environ. Pendant 15 ans, la droite française va être la droite la plus antimilitariste du monde. Moi, quand je suis né en 1903 et jusqu'à 1914, j'ai été élevé dans une atmosphère de revanche. Hein. La droite française, les conservateurs, c'était des gens qui étaient élus patriotes. Les patriotards, comme on disait même, des super tricolores. Et bien, vous savez, ça n'était arrivé en France, cet état d'esprit-là, que depuis 1885, pendant 15 ans, de 1870 jusqu'à 85, c'est la gauche qui passera pour des militaristes, parce que la gauche, c'est le souvenir de Gambetta, parce que ce sont ceux qui ont fait la tentative de résistance, qui ont essayé d'empêcher la France de perdre la guerre de 1870-71, et il y a eu un moment où la situation militaire pouvait se renverser. C'était en octobre 70, lorsque Metz n'était pas encore tombé, et qu'il n'y avait pas de troupes suffisantes pour protéger Paris du sud, et que le petit père Gambetta était arrivé à faire une nouvelle armée. Il avait sortir de terre une armée, cette armée pouvait attaquer les forces parisiennes, les forces allemandes qui entouraient Paris. Il y avait moyen, les Allemands l'ont assez dit, il y avait moyen de libérer Paris à ce moment-là. Mais tout le monde était contre lui, Thiers en particulier. Les gens du gouvernement national, soi-disant national, étaient contre ce malheureux petit monsieur Gambetta, si bien qu'on a fait échouer son opération. Alors, mettez-vous bien en esprit qu'en France, pendant 15 ans, la droite française, la droite conservatrice, avait été antinationale pour des raisons de politique intérieure. Ben, ça recommençait à partir de 1934 et surtout à partir du Front populaire. Pour des raisons de politique intérieure, parce qu'il ne fallait rien faire qui pût porter préjudice à des régimes aussi rassurants que le régime de Mussolini d'une part, le régime d'Hitler d'autre part, la fameuse droite française nationale travaillait au profit de l'ennemi. Au printemps 1939, va paraître en France un livre qui sera très difficile à trouver l'année suivante et qui disparaîtra même totalement puisque le maréchal Pétain, lorsqu'il sera au pouvoir, fera disparaître cet ouvrage. C'est le livre de Hermann Rauschning qui s'appelle Hitler m'a dit. Qui c'était Hermann Rauschning? C'était l'ancien président du Sénat de Danzig qui avait été nazi, qui s'était brouillé avec Hitler et qui avait écrit un livre naturellement interdit en Allemagne d'un extrême intérêt dont je vais vous citer quelques textes. C'est Hitler donc qui parle. Jamais je ne commencerai une guerre sans être certain que l'ennemi, démoralisé d'avance et du dedans, succombera au premier choc. Partout chez l'ennemi, nous aurons des amis. Nous n'aurons pas besoin de les acheter. Ils viendront à nous spontanément. En particulier, je répète que ce n'est pas moi qui parle, c'est Hitler, en particulier de ces milieux d'affaires où un seul mot s'écrit en lettres majuscules, le mot de profit. Ces auxiliaires spontanés n'auront pas de peine à trouver des phrases patriotiques servant d'habillage à leur entreprise. C'est considérable, c'est extraordinaire qu'Hitler a dit ça. Et Rauschning commentait en disant « Cette méthode consistant à vaincre l'ennemi par intoxication morale préalable, c'était l'invention la plus personnelle de Hitler et celle dont il était le plus fier. Décomposition méthodique, détruire d'avance l'ennemi par l'intérieur. » Je crois que vous avez déjà compris et deviné que ces termites, Hitler les avait, et en abondance, en France. Regardez en particulier ce qui va se passer au moment de l'affaire de Munich. Vous savez de quoi il s'agit.
Déjà, Hitler a avancé sérieusement en faisant l'Anschluss, on ne pouvait pas l'en empêcher. L'Anschluss, c'est l'annexion de l'Autriche. Je crois qu'en majorité, effectivement, les Autrichiens désiraient appartenir à ce Reich allemand, puisqu'ils parlaient la langue. Et maintenant, voilà qu'Hitler s'attaque à la Tchécoslovaquie. J'entends bien que la Tchécoslovaquie a été telle quelle une création de la France et des Alliés en 1918. Le traité de Versailles avait établi une espèce de barrage autour de cette Allemagne pour qu'elle ne soit plus dangereuse. Et on avait fabriqué une Tchécoslovaquie un peu factice au nord, en lui permettant d'avoir une ligne de montagne comme barrière, comme frontière. Malheureusement, il est vrai que cette ligne de montagne est habitée, on appelait ça les Sudètes, par des gens qui étaient les Allemands, les Sudètes. De force, on les avait annexés à la Tchécoslovaquie. C'était des gens qui parlaient allemand, qui avaient envie d'être allemands, quoi. Alors Hitler, avec une grande habileté, va dire aux Alliés, mais écoutez, je ne demande qu'une chose, c'est que vous appliquiez vos propres arguments. Vous dites, vous avez fait la guerre pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Eh bien, je demande que les 3 millions d'Allemands que vous avez annexés à la Tchécoslovaquie reviennent normalement à l'Allemagne. Bon, évidemment, il prenait les Alliés dans une pince. Mais d'autre part, on savait très bien que si on acceptait ce que disait Hitler, c'était la fin de la Tchécoslovaquie, puis il n'y aurait plus de barrage au nord. Hein. L'Allemagne pouvait l'envahir. Elle était déjà menacée à l'ouest par l'annexion de l'Autriche, et si on acceptait ce qu'Hitler demandait à la Tchécoslovaquie, c'était fini d'elle. Eh bien, il faut que vous sachiez quel a été le comportement de notre fameuse droite française à ce moment-là. C'était une menace de guerre que faisait peser Hitler. Il disait, si vous ne me donnez pas satisfaction, j'y arriverai quand même. Alors écoutez bien l'action française du 26 septembre 1938. L'affaire tchécoslovaque ne nous regarde en rien, ne nous intéresse en rien. Comment nous intéresse en rien? Mais la France avait signé un traité de 1925 avec la Tchécoslovaquie garantissant son intégrité territoriale. Et tout à coup maintenant, c'est la droite française qui, au mépris d'une signature donnée par la France, disait ça ne nous intéresse en rien. Voilà, et comme la situation se tend de plus en plus, voilà Maurras qui, le 27 septembre, pousse un cri, une manchette de l'action française, à bas la guerre. Et je viens de vous rappeler ce qui s'est produit en France entre 1870 et 1985, ce fameux cri, à bas la guerre, c'est le cri systématique de la droite contre la gauche. Il y avait en particulier à ce moment-là un nommé Cassagnac, qui était le leader des droites. Dès que quelqu'un parlait de politique extérieure à la Chambre française, il criait « La République, c'est la guerre ». Et bien de même, maintenant, vous entendez, M. Maurras, 27 septembre, dit « Ah bah la guerre ». Le 28 septembre, l'action française, c'est le 30 que Munich va avoir lieu, hein, qu'on va céder, c'est le 30. Et bien le 28, la France ne veut se battre, ni pour les Juifs, ni pour les Russes, ni pour les francs-maçons de Prague. Parce que ces malheureux tchécoslovaques avaient, comme président, vous le savez peut-être, Beneš. Et Beneš faisait partie de la franc-maçonnerie, c'est vrai. Ce qui fait que M. Brasillac, après avoir vu sa chute, l'insultera, en appelant M. Beneš un ignoble excrément humain. Oui, c'est du Brasillac, ça. Alors, lorsque la France aura cédé, la France et l'Angleterre auront cédé dramatiquement à Munich, vous savez, lorsque le malheureux Daladier va rentrer en se disant « je vais me faire huer », parce que, évidemment, je n'ai reculé que pour mieux sauter, il est évident qu'il me donnait un avantage de plus à l'Allemagne. Et quand il va voir qu'il est acclamé en arrivant à Paris par des gens qui ne pensent qu'à une chose, on les comprend trop bien. Il n'y aura pas la guerre, tout de même. C'est pas encore maintenant, peut-être que c'est l'année prochaine, mais pour l'instant, c'est pas la guerre. Il a le cœur broyé, le Daladier. Hein, il dit, les malheureux types. Pardonnez-moi, je peux pas, cette expression même qu'il a employée, me le devinez bien. Quand il arrive à Paris et qu'il voit ces gens-là acclamés, il dit, ces imbéciles, c'est pas le mot qu'il a prononcé. Eh bien, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que toute la droite était folle de joie en disant, on a fait reculer la guerre. Et quelle était là-dedans l'attitude de Pétain? Mais il faut le savoir. Voilà ce qu'il écrivait à sa femme le 14 septembre 1938. Je vais lentement parce que c'est intéressant, hein. Il faut vraiment que nos dirigeants aient perdu la boule pour se laisser entraîner dans la bagarre tchécoslovaque. Quant à Chamberlain, qui s'est déplacé 2 fois, vous savez, pour aller voir Hitler, pour le supplier d'être gentil. Chamberlain, voilà l'appréciation du maréchal sur lui, il a montré là-dedans beaucoup de courage et beaucoup de désintéressement. Alors nous allons passer maintenant à une autre lettre du maréchal Pétain, qui est tout à fait extraordinaire, et qui est du 10 octobre 38, c'est-à-dire quoi, un mois après, même pas un mois, après Munich. C'est une lettre à une ancienne amie à lui, qui s'appelait Mrs. Pardy, et où il lui dit textuellement ceci. C'est sous peine de mort qu'il faut changer la politique intérieure, vous avez bien entendu, hein? C'est sous peine de mort qu'il faut changer la politique intérieure française, virgule, mais les électeurs n'ont pas encore assez souffert. Terrible cette phrase, hein? Sous peine de mort, politique intérieure, électeurs qui n'ont pas encore assez souffert. Mais est-ce que ça veut dire que le maréchal Pétain se proposait de profiter d'une souffrance des électeurs français pour changer la politique intérieure? Enfin, Guillemot, vous n'allez pas me faire croire, vont me dire ceux qui ne m'aiment pas, les gens modérés, enfin les gens pondérés, vous n'allez pas me faire croire que le maréchal Pétain souhaitait un désastre de la France. Eh bien si, très exactement, c'est ce que je soutiens.
Maréchal Pétain avait lu de près Maurras. Il dira plus tard, j'étais l'un des plus anciens abonnés de l'Action française. Et la première fois qu'il réunira ses discours en volume, et quand il a fait une dédicace à Maurras, c'est au plus français des Français. Ben, dans l'enquête sur la monarchie de Maurras, il y avait ceci. L'ennemi intérieur pourra être un jour accablé par ses fautes. Nous pourrons profiter d'un instant de stupeur pour nous débarrasser de lui. Qu'est-ce que c'est que l'ennemi intérieur? C'est les républicains. Hein? Un instant de stupeur. Ben, un instant de stupeur, c'est par exemple au moment où il y aura un désastre national. À ce moment-là, on pourrait profiter de cet instant de stupeur pour se débarrasser de lui. Ça vous rappelle pas un peu ce que le maréchal Pétain vient de dire à Mrs. Pardy, hein? Les Français n'ont pas encore assez souffert. Mais il y a mieux. Je vous ai dit, dans un de mes précédents entretiens, ce que Gustave Hervé avait fait pour le maréchal. 35, puis 36, il avait lancé un certain nombre d'articles, réuni un opuscule, c'est Pétain qu'il nous faut. Peut-être vous rappelez-vous aussi que le même Gustave Hervé avait célébré le courage des Italiens et l'admirable dévouement des nazis. Et bien, savez-vous que Gustave Hervé, dans ce texte qui s'appelait « C'est Pétain qu'il nous faut », écrivait ceci. On ne peut, en temps de paix, balayer un régime par un coup d'État. Il n'y a qu'en temps de guerre qu'on peut le faire, virgule, et particulièrement en cas de défaite, là on pourrait réussir l'opération. C'est le même qui disait qu'il faut se débarrasser du régime républicain, qu'il va se débarrasser de la CGT, qu'il fallait interdire les grèves. C'est le même qui dit, c'est en cas de désastre, peut-être on pourra réussir cette merveilleuse opération. Eh bien c'est exactement la pensée du maréchal Pétain. Alors là il faut que je vous en apporte une preuve. Cette preuve elle est absolument saisissante. Elle est dans le comportement du maréchal Pétain à l'égard d'un livre étrange, qui a apparu puis qui a disparu, parce qu'on l'a fait rapidement disparaître, du général Chauvineau, qui s'appelait « Une invasion est-elle encore possible ?» Réponse « Non ». Le maréchal Pétain ne pouvait pas être accusé d'être un esprit sclérosé. En 1935, 2 fois en 1935, il avait parlé de la prochaine guerre. 2 fois, et même 3 fois. Une première fois, il avait fait un discours à l'école de guerre, c'était en avril. Une autre fois, il avait fait un article dans la revue des Deux Mondes, c'était le 1er mars, je crois. Et il va accepter de donner une préface à un livre du général polonais Sikorski. De même qu'on a reproché à des officiers français d'avoir fait en 1914 la guerre de 1870, et bien de même, on ne pourra pas reprocher au maréchal Pétain d'envisager la prochaine guerre, le prochain conflit, sous les traits de 1914-18. Parce que précisément, dans les documents que je vais vous apporter, vous voyez le maréchal très attentif aux modifications de l'art de la guerre. Et il écrit ceci. L'aviation porte en ses flancs les possibilités insoupçonnées qu'il y aurait péril mortel à méconnaître. On peut se demander si l'avion ne dictera pas sa loi dans les conflits à venir. Ça, c'est dans la Revue des Deux Mondes, 1er mars 35. Écoutez bien maintenant la préface de la même année 35, préface de Pétain au général Sikorski. Favorisant l'attaque brusquée et les actions de surprise, les progrès des armes modernes sont de nature à ouvrir des voies nouvelles à l'art de la guerre. Les possibilités des chars sont tellement vastes qu'on peut dire que le char sera peut-être demain l'arme principale. Vous avez entendu, hein? D'un côté l'aviation, d'autre part les chars, arme principale. Et maintenant Chauvineau. Ce général Chauvineau avait écrit en 35 ou 36 un livre qu'il avait soumis au maréchal qui s'appelait, je viens de vous dire, Une invasion est-elle possible? Réponse non. Et le maréchal l'avait écarté tellement ça lui paraissait insensé. Puis voilà que tout à coup, réfléchissant aux opportunités, le maréchal Pétain se décide et fait un lancement lui-même de ce livre de Chauvineau au printemps 39, au même moment que ce Rauchny dont je viens de vous parler. C'est lui qui va lancer et qui va préfacer le livre de Chauvineau. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce livre de Chauvineau? Ben, il y a 2 déclarations capitales. Les chars, leur faillite est éclatante, écrit Chauvineau. La faillite des chars est éclatante. Quant à l'aviation, pas d'illusion, elle ne peut avoir qu'un rôle d'information sur l'arrière de l'ennemi. Par conséquent, en 1939, le maréchal Pétain dénie et propulse, avec une préface, un livre qui dit exactement le contraire de ce qu'il avait soutenu en 1935. En 1935, 2 fois il avait dit, ce sont les chars et ce sont l'aviation qui commanderont la guerre future, et maintenant, en 1939, il préface et pousse un livre qui dit le contraire, la faillite des chars est éclatante, l'aviation ne peut servir que de renseignement sur l'arrière de l'ennemi. Seulement, il faut savoir que le général Chauvineau avait de très bonnes idées. Les vues du général Chauvineau sont pleines de sagesse, écrit Pétain dans sa préface. Pourquoi donc? Parce que ce général se mêle de politique, et qu'il dit qu'en particulier, il y a nos alliances françaises de Tchécoslovaquie et de Pologne, qui sont infiniment dangereuses. Il y a longtemps qu'on aurait dû y renoncer, dit le général Chauvineau. Et il écrivait encore ceci qui plaisait beaucoup à Pétain. Les dictateurs sont plus raisonnables qu'on ne pense, et il ne faut pas croire que les régimes autoritaires soient plus enclins que les autres à troubler la paix. Donc je l'affirme,
avec ce que je viens de vous apporter maintenant, Maréchal Pétain est quelqu'un qui a calculé sur les avantages que pourrait présenter une défaite. Est-ce que c'est si monstrueux que ça? Est-ce que nous sommes en présence d'un personnage diabolique? Mais attention, le maréchal Pétain n'est pas un homme qui convoite le pouvoir pour le pouvoir. Il n'a rien de commun avec un homme comme Bonaparte qui voulait le pouvoir exactement pour les avantages du pouvoir. Maréchal Pétain est un homme qui se préoccupe de la France. Maréchal Pétain est un homme qui, pour de bon, vous entendez, pour de bon, est persuadé que le régime républicain, ou tout ce qui peut toucher au socialisme, c'est une catastrophe pour la France. C'est sous peine de mort qu'il faut changer la politique intérieure. Alors le maréchal Pétain se dit, mais après tout, s'il faut passer par l'entremise même, par l'intermédiaire même d'un désastre, cela sauvera la France. Est-ce que c'est le premier maréchal qui pense comme ça? Mais non, il y en a un autre. Bazaine. On n'y pense jamais. Et là, je vais vous rappeler aussi un fait de Bazaine que l'histoire officielle ne retient pas, parce qu'en France, on n'aime pas dire un certain nombre de choses. Et autant il m'était facile de me rappeler la date du 10 octobre 38 pour vous parler de la lettre de maréchal Pétain à Mrs. Pardy, autant il m'est facile de me rappeler la date à laquelle Bazaine a fait une certaine opération que voici, c'était le 10 octobre 1870. Bazaine est à la tête d'une puissante armée. Il a quelques 200 000 hommes à Metz. Il n'a pas engagé son armée pour la défense, pour l'aide à MacMahon. Les généraux s'entre-déchirent, s'entre-laïssent. Bazaine était très content de voir MacMahon se précipiter dans le gouffre de Sedan. Il n'a pas bougé. Il a donc son armée intacte. Il y a la République qui s'est établie maintenant. Depuis le 4 septembre, il y a la République à Paris. Alors le 10 octobre 1870, vous ne savez pas ce qu'il fait, Bazaine. On le cache en effet. Il envoie un émissaire, porteur d'une lettre signée de lui, Bazaine et de tout son état-major, tout l'état-major de Metz, à Bismarck. Et dans cette lettre à Bismarck du 10 octobre 1870, le maréchal Bazaine dit à Bismarck, chef des troupes d'occupation allemandes en France, il lui dit, je vous demande l'autorisation de neutraliser mon armée de Metz de votre côté. Ça ne sera plus une armée de défense nationale. Je vous demande simplement la permission de traverser la France, de Metz à Paris, pour aller avec mon armée à Paris rétablir l'ordre. Rétablir l'ordre, ça veut dire quoi? Ça veut dire détruire la République. Maréchal Bazaine était tellement préoccupé de politique intérieure qu'il avait dit, c'est entendu, quoi, vous avez gagné les Allemands, et je vous demande simplement l'autorisation, avec mes 175 ou 200 000 hommes, d'aller rétablir l'ordre à Paris, d'aller faire disparaître la République. Ben, c'est la pensée, c'est tout simplement la pensée du maréchal Pétain. Je voudrais finir par un document. Il y avait un petit groupe en France, tout petit, mais qui publiait périodiquement un bulletin qui s'appelait Le Grand Occident. Et le Grand Occident avait pour emblème la franchise, qui sera l'emblème de Pétain. Il y avait pour épigraphe les mots que voici, le judéo-maçon va la lignée. Et bien dans son numéro spécial d'avril 1939, ce Grand Occident, où écrivait Ferdonnet, ce même Ferdonnet qui parlera sous contrôle allemand à Stuttgart, à Radio Stuttgart, le Grand Occident, d'avril 1939, écrivait ceci, arrière les Juifs, les francs-maçons, les valets de Staline, nous ne voyons qu'un chef pour sauver la France, le maréchal Pétain.